Élia, un vieil homme à l'apparence fragile, s'est présenté au tribunal pour vol de médicaments. Tout semblait n'être qu'une affaire ordinaire, jusqu'à ce qu'il regarde le juge et le reconnaisse comme son fils. La salle est devenue silencieuse. Et ce qui devait être une simple audience a bouleversé la vie des deux hommes. L'horloge sonna 9h30 du matin lorsque les portes du palais de justice furent ouvertes au public. Petit à petit, avocats, étudiants en droit, journalistes et quelques curieux ont rempli les bancs en bois verni de la salle principale. L'atmosphère était silencieuse, étouffante, pleine d'attente. C'était comme si quelque chose d'invisible planait sur tout le monde, comme si, sans même le savoir, chaque personne présente avait l'intuition que cette épreuve apparemment banale ne serait pas comme les autres. Sur le banc des accusés, assis, le corps penché et les yeux baissés, se trouvait Élia Brox. Un homme noir d'une 60aine d'années, à l'apparence fatiguée et aux vêtements usés. Sa veste, prêtée par une association caritative, était visiblement ample au niveau des épaules et serrée aux poignets. Les chaussures semblaient avoir parcouru plus de kilomètres que n'importe quelle route. Ses doigts, fins et tachés par le temps, agrippaient fermement le dossier de la chaise. Il y avait une tension silencieuse dans son corps, comme s'il savait que quelque chose sur le point d'arriver allait changer le cours de tout. Même s'il était là pour une simple accusation, vol de médicaments, Élia emportait avec lui bien plus que ce que l'on pouvait voir. Dans sa poitrine, il y avait des décennies de silence, des regrets qui grandissaient avec le temps et un poids qui ne cessait de suivre ses pas. Ce matin-là, cependant, ce poids était différent. Plus dense, plus réel. Lorsque les portes latérales du tribunal se rouvrirent, des bruits de pas résonnèrent comme un ordre invisible. Tout le monde se leva. Le juge Daniel est entré avec ses robes sombres et ses démarches déterminées. Il était jeune pour le poste qu'il occupait, mais sa présence était imposante, comme si chaque ligne de son visage portait des années de discipline, d'étude et de fermeté. Ses yeux étaient froids et observateurs. Ses gestes, retenus. Il portait les documents du dossier dans ses mains, comme quelqu'un tenant un scénario prévisible. Il s'assit sur sa haute place sans cérémonie. Il disposa les papiers devant lui avec une précision mathématique. Il a rapidement examiné le dossier, sans même jeter un regard sur l'accusé. Pour lui, cette audience n'était qu'une de plus sur la longue liste de la journée. Vol de faible valeur. Récidiviste. Une phrase courte, objective et claire. Rien là-bas, à ses yeux, ne semblait exiger plus qu'un jugement technique et impersonnel. Cependant, il y avait quelque chose dans l'atmosphère qui lui échappait. Une sensation étrange. Pas vraiment inconfortable, mais présent. Comme un léger bruit au fond de son esprit, quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier mais qui l'empêchait de se sentir totalement en contrôle. Tandis que le juge poursuivait la procédure, Élia releva lentement la tête. Ses yeux étaient attirés, presque contre son gré, vers l'homme assis au centre de la pièce. Il hésita un instant. Puis il a regardé. Il observa attentivement les traits du juge, comme s'il cherchait à voir au-delà de la robe, au-delà de la posture rigide, au-delà de la 30aine d'années de vie qui les séparait. Il y avait quelque chose dans ce visage qui faisait battre son cœur différemment. Vint d'abord le doute. Ensuite, le souvenir. Enfin, la certitude. Cette certitude étrange et instinctive qui n'a pas besoin de preuves pour exister. Le juge devant lui était le même garçon qu'il avait vu quelques minutes dans une maternité il y a plus de 30 ans. Le même fils qu'il a été contraint d'abandonner et qu'il n'a plus jamais pu toucher. Élia sentit sa poitrine se serrer. Les jambes tremblaient. Et puis, par réflexe, ses yeux se remplirent d'eau. Ce n'était pas possible. Pas là. Pas dans ce contexte. Mais c'était lui. Il le savait. Andy Kelly digérait la révélation en lui-même. Quelque chose commençait également à remuer chez Daniel. Sans savoir exactement pourquoi, il leva les yeux un bref instant et regarda l'accusé. Ce qu'il a vu n'était pas le regard d'un criminel, ni celui d'un homme désespéré. C'était quelque chose de plus profond, presque douloureux. Un regard qui semblait franchir la barrière du temps. Daniel détourna rapidement le regard, essayant de se débarrasser de cette étrangeté. Mais il ne pouvait pas. Une pensée décousue surgit. Avait-il déjà vu ce visage? Ses yeux? Cette expression? Il y avait quelque chose de familier chez cet homme. Pas en apparence, mais en sensation. Comme si quelque chose en lui le reconnaissait sans permission. L'espace d'un instant,
de vagues images d'enfants sont émergées. La chambre de maman. Une vieille photo en noir et blanc qu'il avait vue une fois, puis plus jamais. Une conversation interrompue. Des questions sans réponse. Daniel secoua légèrement la tête. C'était ridicule. Il avait un travail à faire. Mais le doute s'était déjà installé. L'atmosphère dans la salle d'audience a commencé à changer. Certaines personnes ont commencé à remarquer que quelque chose d'extraordinaire se passait, même si personne ne savait exactement quoi. Elias semblait submergé par une émotion qu'il ne pouvait contenir. Ses épaules tremblaient. Ses lèvres bougeaient silencieusement, comme s'il parlait à des fantômes. Le juge, à son tour, n'avait plus la même expression de domination qu'auparavant. Son visage était tendu, ses yeux perdaient leur concentration sur les papiers devant lui. L'avocat de la défense a échangé un regard avec le procureur. Le silence entre les deux en disait plus que n'importe quel mot. Il y avait quelque chose dans cette scène qui brisait la routine légale. Un poids émotionnel qui n'a pas été enregistré dans les archives. Daniel essaya de se concentrer. Il se força à relire les détails de l'accusation. Je voulais m'en tenir à la technique, aux faits, à l'objectivité. Mais une partie de lui avait déjà quitté cet endroit. Il était loin dans le temps, essayant de reconstituer un puzzle dont il ignorait même l'existence. Il y gardait les yeux fixés sur le juge. Il n'y avait plus aucun doute dans son cœur. C'était la vérité qu'il recherchait depuis des décennies, et elle était là, devant lui, sous un nom différent, avec une vie construite loin de lui, le jugeant comme un parmi tant d'autres. C'était cruel. C'était ironique. C'était inévitable. Daniel, inquiet, se tourna vers l'accusé. Cette fois, quelque chose en lui se brisa. Ce n'était pas un souvenir clair, ni une image concrète. C'était une émotion. Quelque chose qui déborda et le laissa essouffler pendant une seconde. Ses yeux se plissèrent, sa bouche devint sèche et il ressentit un léger vertige. Comme si, d'un coup, le sol avait bougé. À ce moment-là, même s'il ne comprenait pas pourquoi, il savait qu'il faisait face à quelque chose qui n'était pas qu'une simple affaire. C'était personnel. C'était intime. Et cela ne faisait que commencer. Le chapitre ne se termine pas par une phrase, mais par un silence dense, de celui qui annonce que le passé a frappé à la porte. La séance était terminée, mais la sensation d'inconfort restait sur le corps de Daniel comme une marque invisible. Assis seul dans son bureau, il examinait à la hâte ses documents, mais ses yeux refusaient de s'attarder sur une seule phrase. Le visage d'Elias revenait sans cesse dans son esprit, interrompant toute tentative de concentration. Il a essayé de se convaincre que tout cela n'était qu'une coïncidence absurde, une confusion provoquée par un accusé émotionnellement instable. Cependant, l'inconfort n'a pas disparu. C'était comme si le corps lui-même disait que quelque chose avait été arraché du sol et n'était pas encore revenu à sa place. Il ferma hermétiquement le classeur, prit une profonde inspiration et passa ses mains sur son visage. Ce n'était qu'un cas parmi tant d'autres, se dit-il. Mais je ne pouvais pas croire ce mensonge, même pas une seconde. De retour chez lui ce soir-là, Daniel marchait entre les pièces comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. L'appartement était organisé, propre, presque stérile. Tout y reflète sa vie, fonctionnel, maîtrisé, sans excès. Sur l'étagère du salon, une vieille boîte reposait sous une pile de dossiers. Il le reconnut immédiatement, même s'il eut rarement le courage de l'ouvrir. Le coffret contenait les quelques objets ayant appartenu à la mère décédée. Des photographies, des lettres volantes, une paire de boucles d'oreilles, un ruban pour cheveux. Il l'ouvrit avec précaution, comme si le passé pouvait s'échapper s'il n'était pas manipulé avec délicatesse. Il feuilletait les images, chacune réveillant des fragments de souvenirs. Dans l'une d'elles, il voyait sa mère jeune fille, avec un homme à ses côtés. C'était une vieille photo, aux bords usés. Je n'avais jamais demandé de qui il s'agissait. Il n'y a jamais eu de raison. Mais maintenant, alors qu'il faisait face à cet homme noir avec une expression sereine, quelque chose en lui semblait s'ajuster d'une manière déconcertante. Le lendemain matin arriva enveloppé de brume, et avec lui le poids de ce que Daniel avait vu la nuit précédente. Il essaya de se convaincre qu'il était encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais que les faits étaient déjà trop profondément ancrés pour être ignorés. Cette photo, oubliée pendant des années, est devenue un point de rupture. Pendant le trajet jusqu'au tribunal, il s'est retrouvé à regarder des visages à travers les fenêtres du bus, à imaginer des histoires et des possibilités. Cela ne faisait pas partie de sa routine. C'était comme s'il avait été entraîné dans un scénario étrange et trop émotionnel pour son style de vie. Pourtant,
Quelque chose le poussait à ne pas dévier. En chemin, il se souvient de détails sur son enfance, de petites omissions, de longs silences de sa mère lorsqu'il posait des questions sur son père. Les réponses arrivaient toujours rapidement et froidement, comme si ce chapitre ne méritait pas de place. Maintenant, tout cela semblait chargé de sens. Au tribunal, le cas d'Elia était à nouveau à l'ordre du jour, cette fois la défense insistant sur la nécessité d'une analyse plus approfondie des circonstances entourant le vol. L'avocat de la défense a évoqué les conditions sociales du prévenu, son état de santé et l'état de vulnérabilité qui l'a conduit à commettre cet acte. Mais rien de tout cela n'a été entendu avec toute l'attention de Daniel. Il gardait les yeux fixés sur ses notes, même si son esprit était loin. En écoutant les débats, une pensée le traversa avec insistance. Et si tout cela était vrai? Et si cet homme, assis devant lui, avait réellement des liens avec son passé? Et s'il ne s'agissait pas de folie, mais plutôt d'une vérité ancienne qui trouve seulement maintenant un espace pour émerger? Ses pensées se heurtaient à sa formation rigide, aux années consacrées à la raison, au détachement émotionnel. Pourtant, chacun d'eux s'enracine plus profondément à chaque instant. À sa sortie de la salle d'audience, Daniel a été discrètement approché par un employé plus âgé, responsable des archives d'anciennes affaires depuis des années. L'homme avait entendu des rumeurs sur la réaction du juge et, guidé par un mélange de curiosité et d'intuition, a décidé de lui donner quelque chose de curieux. Une ancienne copie d'un acte d'adoption daté de la même année que la naissance de Daniel. Le dossier était incomplet, avec des informations manquantes ou effacées, mais un nom a retenu l'attention, Gresset. Le nom de la mère. Le même nom utilisé sur l'acte de naissance de Daniel. Le document suggérait que l'adoption avait été enregistrée sous secret. Un nom était partiellement caché, mais la lettre initiale était claire, E. Il sentit des papillons lui monter au ventre alors qu'il tenait ce papier. Comme s'il avait touché un morceau oublié de sa propre existence. Le dossier à lui seul n'a rien prouvé, mais il ne l'a pas nié non plus. Et c'était largement suffisant pour ébranler les fondements de sa sécurité. De retour dans son bureau, Daniel resta avec le document entre les mains pendant de longues minutes. Il n'y avait plus moyen de l'ignorer. La photo, le silence de la mère, le comportement de l'accusé, le dossier d'adoption, tout convergeait vers un point commun. Même si une partie de lui résistait, l'envie d'enquêter devenait inévitable. Elia, de l'autre côté de la ville, attendait silencieusement dans sa cellule de fortune. Il n'avait pas dormi cette nuit-là. Son corps vieillissant pesait plus que jamais, mais son esprit restait actif. La rencontre avec le fils qu'il n'oublierait jamais, même s'il était niais, a rouvert des blessures qu'il avait appris à cacher. Cette même nuit, Daniel a tapé le nom complet d'Elia sur son ordinateur personnel. Les résultats étaient rares, mais certaines données correspondaient au peu qu'il savait déjà. Lorsqu'il ferma l'écran, son visage était tendu. Pour la première fois, il s'avouait silencieusement qu'il avait besoin de la vérité, même si cela changeait tout. Les jours qui ont suivi la réception du document d'adoption ont apporté un changement silencieux dans l'attitude de Daniel. Même s'il s'efforçait de conserver devant ses collègues et conseiller l'apparence d'un juge imperturbable, son esprit était absorbé par l'enquête personnelle qui se dessinait désormais. Lorsque la salle d'audience se vidait, il restait dans son bureau pendant des heures, feuilletant d'anciens dossiers, barrant des dates, des noms et des détails apparemment sans rapport. Le dossier remis par l'archiviste n'était que la première pièce d'un puzzle. À chaque nouvelle information, le sentiment de proximité avec quelque chose de réel grandissait. L'acte de naissance original, que je n'avais jamais examiné attentivement, révélait un étrange motif de remplissage. Il y avait un espace réservé au nom du père, laissé vide. Le nom de la mère, Gresset, écrit avec une écriture ferme et datait exactement de l'été 1987. Cela correspondait au récit indirect d'Elia. Les coïncidences, autrefois inconfortables, s'accumulent désormais avec un poids croissant. Daniel ne les voyait plus comme des coïncidences. Je commençais à les voir comme des vestiges d'une vérité étouffée depuis des décennies. Élie, à son tour, a connu ses propres conflits internes. Dans le silence de sa cellule, il s'est remis à écrire des extraits de son histoire sur des feuilles volantes, morceaux qu'il gardait avec lui comme des reliques d'une vie dont personne n'avait vraiment entendu parler. Il se souvenait avec précision du moment où Grèce avait été retirée de la famille, de la façon dont ils avaient tous deux été poussés à se séparer, de la douleur de signer des papiers sans même être sûr du sort de leur fils. Il n'a jamais cessé de chercher. Avec chaque refuge, chaque quartier, chaque rumeur concernant quelqu'un comme lui, il y avait de l'espoir. Mais au fil du temps, l'espoir a fait place à la résignation. Pourtant,
Il n'a jamais oublié les traits du bébé qu'il a tenu dans ses bras pendant quelques minutes avant d'être emmené. Maintenant, après si longtemps, à le voir adulte, en toge, à le juger, quelque chose en lui s'est ravivé. Ce n'était pas seulement une reconnaissance. C'était une sorte de réunion d'âmes blessées. À mesure qu'Élie l'écrivait, ses pensées devenaient plus claires. Peut-être n'aurait-il plus jamais l'occasion de se faire entendre. Et même si cela n'était pas accepté, il devait au moins donner sa version. Le lendemain matin, un nouvel élément inattendu apparaît dans la salle d'audience. Une grande dame, aux cheveux blancs bien attachés et à l'expression sobre, marchait dans le couloir principal d'un pas ferme. Il s'est identifié discrètement à l'accueil et a demandé à parler à une personne du tribunal chargée des anciens dossiers d'adoption. Ce n'était pas la première fois qu'il visitait ce bâtiment, mais cela faisait des années qu'il ne s'y était pas rendu pour la dernière fois. Son nom était Marguerite Doyle, et sa présence a provoqué des mouvements discrets parmi les salariés. Elle était travailleuse sociale depuis des décennies, connue pour son attitude éthique et son dévouement, en particulier dans les cas complexes impliquant des adoptions sensibles. Aujourd'hui à la retraite, elle est revenue sur place non pas pour le travail, mais pour quelque chose qui lui tenait à cœur depuis longtemps. Après avoir été informée que le dossier d'Elia Brox avait été rouvert dans des circonstances inhabituelles, Margaret a estimé que le moment était venu. Elle avait demandé le silence toutes ces années, mais maintenant, voyant que leurs chemins se croisaient enfin, elle sentait que la vérité ne pouvait plus être gardée secrète. Avec l'accord de la direction du tribunal, Margaret a été autorisée à accéder au dossier scellé de son ancien secteur. Assise devant une pile de documents reliés, elle les retirait d'une main ferme, même si son cœur accélérait à chaque ouverture de dossier. Lorsqu'il trouva enfin le processus qu'il recherchait, il ressentit une oppression dans sa poitrine. Il existe des enregistrements de l'adoption d'un nouveau-né en 1987, donnés au système par un père célibataire après que la mère ait été retirée de l'enfant. Nom du père, Elia Brox. Nom de la mère, omis en raison d'une décision de justice, mais identifié dans des documents internes comme étant Grace. Margaret se souvenait clairement de ce cas, comment Elia avait supplié que son fils soit confié à une famille qu'il aimait. Je me souvenais aussi du regard de Grace, confuse, effrayée, sans la force de lutter contre la volonté de ses parents. C'était un cas difficile. Du genre qui laisse des cicatrices non seulement sur les familles concernées, mais aussi sur les professionnels qui le dirigent. Margaret n'avait jamais oublié. Mais maintenant, voyant que la vie avait réuni père et fils dans le même espace, il sentait que le silence qu'il avait maintenu pendant si longtemps devait être rompu. Dans l'après-midi du même jour, Margaret a demandé une conversation avec le juge Daniel Hay. Dans un premier temps, il fut reçu avec réserve. Il ne l'a pas reconnu. Mais lorsqu'elle a déclaré qu'elle avait des informations sur sa naissance et qu'elle avait travaillé comme assistante sociale l'année de son adoption, la résistance a disparu. Daniel la conduisit dans une chambre privée, loin du bruit et des regards attentifs des couloirs. Margaret a expliqué, avec minutie, tout ce dont elle se souvenait. Il lui parla d'Elia, de Grace, de ses parents et de la décision douloureuse qui avait été imposée aux deux jeunes. Il a montré les documents originaux, les papiers de démission, les rapports d'hôpital, les signatures, les registres de visite. Il n'y avait plus de place pour le doute. Daniel, tout en écoutant, ne dit rien. Ses yeux restaient fixés sur les papiers, sa respiration rythmée, son expression de plus en plus durcie. C'était comme si le monde environnant avait été recouvert d'un épais brouillard. Il n'y avait ni colère, ni tristesse, juste une profonde confusion, comme si toutes les certitudes de sa vie avaient été effacées en quelques mots. Lorsque Margaret quitta la pièce, Daniel resta immobile pendant de longues minutes. Les documents étaient toujours sur la table. Il y avait des noms, des dates, des signatures, des photos. L'histoire de sa vie était là, écrite par des mains qu'il n'avait jamais rencontrées, décidée par des personnes qui n'étaient plus en vie pour s'expliquer. Le sentiment était étourdi. La terre ferme sous ses pieds n'existait plus. Il est rentré chez lui ce jour-là sans dire un mot à personne. Il n'a pas répondu aux appels, n'a pas ouvert les emails, n'a pas dîné. Il s'assit dans le salon, la boîte de sa mère à la main, et l'ouvrit de nouveau. Désormais, chaque objet semblait porteur d'une nouvelle interprétation. La boucle d'oreille, le ruban, la lettre jamais envoyée. C'était comme si tout l'amour qu'il avait ressenti tout au long de sa vie était accompagné d'une part cachée, une part niée. Le lendemain, le tribunal tiendrait une nouvelle audience. Elia serait là. Daniel aussi. Mais cette fois, pas seulement en tant que juge et accusé. Quelque chose d'invisible les reliait, un fil qui ne pouvait plus être coupé. Dans l'étroite cellule qu'il occupait depuis le premier jour du procès,
Illy se réveilla avant le lever du soleil. Ce n'est pas le bruit de la rue, ni les pas des gardes qui l'ont réveillé, mais quelque chose de beaucoup plus calme, le souvenir. Il s'est réveillé le visage humide, non pas à cause de la sueur, mais à cause des larmes qui s'échappaient sans qu'il s'en aperçoive. Il avait passé la nuit enfermé dans une séquence d'images anciennes dont il avait tenté de se débarrasser pendant des décennies. La jeunesse est revenue en fragments. Il se souvenait de la première fois qu'il avait vu Grace, de la façon dont elle le regardait au milieu des couloirs du lycée technique, de la façon dont leur amitié était née de silences complices et de petits gestes. Ils venaient de mondes différents, lui, le fils d'un journalier sans nom de famille connu, elle, héritière d'un patronyme respecté, dont les parents ne toléraient pas des approches qui s'écartaient du standard attendu. Pourtant, il y avait de l'affection. Et puis il y a eu l'amour. Un amour silencieux, caché mais réel. Elia est resté là pendant plus d'une heure, les yeux levés vers le plafond. Il se sentait trop vieux pour tant de sentiments, mais il savait qu'il ne pouvait plus les enterrer. Il ne servait à rien de fuir le passé. Le passé était entré par cette porte du tribunal, vêtu d'une toge, avec les mêmes yeux qu'il avait vus un jour dans la crèche. Sur la table de la cellule, Elia étalait les pages qu'il écrivait depuis son arrestation. Il formait un tas désorganisé, mais il y avait là le récit le plus sincère de tout ce qu'il avait vécu. Les doigts tremblants, il réorganisa les pages et écrivit une dernière ligne. Ce n'était pas un aveu. C'était un éclat, peut-être une demande de compréhension, ou simplement une tentative de prouver qu'il avait existé. Sur la page centrale, il a écrit sur son dernier jour avec Grace. Il se rappelait comment elle avait été emmenée hors de la ville par un oncle, comment ses parents invoquaient une maladie inventée pour justifier le voyage. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles elle était enceinte. Il lui fallut des semaines avant de connaître le lieu de naissance. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, après avoir économisé de l'argent sur le travail et les faveurs, il n'a eu que quelques minutes avec le bébé. Le garçon dormait enveloppé dans une couverture blanche. Elia le toucha légèrement, essayant de mémoriser chaque détail. Quand les infirmières sont revenues, il ne s'est pas battu. Il baissa simplement les yeux, comme s'il comprenait qu'il n'avait pas le droit de s'y opposer. Il se souvient d'avoir quitté l'hôpital avec les épaules voûtées et les yeux flous, se promenant dans la ville sans but, portant un nom en tête qui ne s'est jamais concrétisé, parce qu'il n'avait même pas le droit de choisir cela. Pendant ce temps, Daniel restait à la maison, loin du travail, à sa propre demande. Il avait passé les dernières heures à examiner les documents officiels, mais aucun document n'avait le poids de ce qu'il ressentait en regardant les quelques objets de sa mère. Une photographie en particulier l'a capturé. Sur celle-ci, sa mère tenait un nouveau-né dans ses bras. Son regard était doux, son geste prudent. Ce qui a le plus retenu l'attention, cependant, c'est la présence d'un homme partiellement coupé dans l'image. Seul le bras et une partie du visage étaient visibles, mais maintenant, à la lumière de tout ce qu'il avait entendu, il n'avait aucun doute de qui il s'agissait. Dans cette image, il y avait les traits qu'il avait trouvés sur le visage d'Illy. Les mêmes yeux, la même courbure de la mâchoire, la même carnation. Ce n'était pas seulement une question de similitude. C'était un miroir brisé par le temps, mais encore capable de refléter l'essentiel. La photo à la main, Daniel se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la ville continuait indifféremment, avec ses sons et ses lumières. Mais en lui, tout semblait paralysé. L'idée d'identité, toujours aussi solide, tremblait désormais. Cette figure silencieuse qui avait passé sa vie comme une ombre abstraite, le père inconnu, avait désormais un nom, une histoire, un visage. Et il était là, à quelques mètres, attendant un geste qui n'arriverait peut-être jamais. Lors d'une visite privée autorisée par le tribunal, Margaret Doyle est retournée dans la cellule d'Elia. Il emportait avec lui un dossier contenant des documents récupérés et une copie de la lettre qu'il avait écrite des années auparavant mais jamais remise. Pendant des années, cette lettre a été archivée, enfermée dans un dossier scellé. Maintenant, grâce aux retrouvailles accidentelles entre le père et le fils, elle avait été retrouvée. Elia reçut l'enveloppe avec des mains fermes, mais un cœur inquiet. Je savais qu'il y avait là des mots que je n'avais pas pu prononcer au bon moment. Des mots qui, s'ils étaient arrivés à destination, auraient pu tout changer. Ou peut-être pas. Il n'y avait aucun moyen de le savoir. Mais maintenant, en relisant ces lignes, son écriture ferme, jeune, pleine d'émotion, il sentit sa poitrine le brûler. C'était une version de lui-même qu'il avait presque oubliée. Un homme plus jeune et plein d'espoir qui croyait toujours que le temps pouvait arranger les choses. Margaret, assise silencieusement sur le côté, se contentait de regarder. Son rôle n'était ni de consoler ni de juger. C'était du témoignage. Parce que certaines vérités n'avaient besoin que de cela,
être vu par quelqu'un. Daniel passa les 2 jours suivants à tenter de réorganiser sa routine, sans succès. Rien d'autre ne semblait convenir. Chaque processus qu'il lisait, chaque réunion qu'il essayait de mener, tout semblait petit comparé à ce qui se passait en lui. Il commença à comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'une révélation personnelle. C'était le sentiment d'avoir vécu une vie bâtie sur le silence. Il revint au tribunal à un moment vide, alors que le bâtiment était presque désert. Il marchait lentement dans les couloirs, se souvenant de la première fois où il y était entré comme stagiaire, la fierté de sa mère lorsqu'il avait été nommé juge. Tout cela faisait encore partie de lui, mais maintenant ce n'était plus que la moitié. L'autre moitié restait encore à comprendre, et peut-être à être acceptée. Il se dirigea vers la pièce où étaient conservés les dossiers archivés. Il a demandé l'autorisation d'accéder au dossier complet de l'affaire d'adoption de 1987. En tenant les pages, il avait l'impression de lire son propre certificat d'existence. Tout était là. Données, enregistrements, témoignages. Tout sauf ce qui comptait vraiment, la perte d'affection. À la fin de cette semaine, une nouvelle audience était prévue. Pas pour un jugement, mais pour une réévaluation du processus et de la situation d'Ellie. Daniel était présent, mais cette fois en tant qu'observateur. Il a demandé à être formellement retiré du dossier et a été remplacé par un autre juge. Il tenait néanmoins à être présent. Lorsqu'Ellie entra avec escorte, la pièce devint silencieuse. Il marchait à pas lents mais réguliers. Ses yeux parcoururent discrètement la pièce, jusqu'à trouver ceux de Daniel. Aucun d'eux ne détourna le regard. Il y avait là une tension silencieuse, mais aussi quelque chose de plus. Une sorte de reconnaissance silencieuse, comme s'ils comprenaient tous deux que cet échange de regards était la première étape de quelque chose de plus grand que ce que la raison ne pouvait expliquer. L'audience a été brève. La décision de libération conditionnelle serait évaluée. Mais plus important encore, ce qui s'est passé en dehors du processus judiciaire. 2 vies séparées par des décennies se trouvaient désormais face à face, et même si aucun geste n'était fait, le simple fait d'être là marquait le début d'un processus qu'aucun tribunal ne pouvait juger, celui de la reconstruction. Le bâtiment du tribunal avait un aspect différent lorsque Daniel traversait ses couloirs le matin après l'audience. Ce n'était plus l'espace solennel qui imposait le respect et la routine, mais une scène de doute et de souvenir. Les pas du juge résonnaient avec plus de poids, comme si chaque tuile témoignait de leur conflit. Il n'est plus seulement un représentant de la loi, mais un homme dépourvu de certitude, tiraillé entre la recherche de la vérité et la nécessité de garder intacte sa propre histoire. Dans le bureau, devant le miroir, Daniel se regardait avec une sincérité qu'il s'autorisait rarement. Il voyait les traits hérités, le regard fatigué, l'ombre de sa mère, et maintenant, l'ombre de son père nouvellement découvert. Il ressentait une sorte de honte involontaire, non pas à cause du passé d'Ellie, mais parce qu'il n'avait pas eu le courage de poser la question auparavant, parce qu'il avait accepté des réponses toutes faites. Il a fallu plus que du courage pour franchir le pont de la fierté, il a fallu de l'humilité pour admettre que nous ne sommes pas toujours les auteurs de notre propre biographie. Lentement, Daniel commença à écrire une lettre. Je ne savais pas exactement ce qu'il voulait dire avec ces mots, mais il avait besoin de mettre de l'ordre dans ses pensées. À chaque ligne, il essayait de comprendre non seulement qui était Ellie, mais aussi qui il était lui-même avant et après cette révélation. L'écriture devient un exercice de reconstruction, un geste de délivrance sans témoin. Quand il eut fini, il plia soigneusement le papier, sans se demander s'il aurait le courage de le remettre. Tandis que Daniel faisait face à sa crise privée, il y reçut un visiteur inattendu dans sa cellule. Margaret Doyle, désormais officiellement relevée de ses fonctions, était devenue une figure de soutien silencieuse mais essentielle. Ce jour-là, il n'avait apporté aucun document, aucun rapport, juste une volonté d'écouter. Sa présence apportait du réconfort, mais elle réveillait aussi de vieilles blessures. Margaret était le lien avec la partie de la vie d'Elia qu'il craignait le plus de revoir. C'est pourtant auprès d'elle qu'il a ressenti le courage d'admettre sa fragilité. Elia parlait de ses peurs, des nuits où le nom de son fils lui échappait des lèvres, des moments où il rêvait de retrouvailles impossibles. Margaret, silencieusement, reconnut sa douleur d'un simple hochement de tête, comme si elle comprenait que certaines histoires ne peuvent pas être corrigées, seulement comprises. La conversation, même sans révélation majeure, a rempli son rôle. Elle a préparé Ellie à accepter que le plus difficile n'était peut-être pas de pardonner le passé, mais d'accepter que l'avenir n'ait pas besoin de répéter ses erreurs. Les retrouvailles, réalisa-t-il, n'exigeraient pas la perfection, mais la volonté de supporter l'inconfort des blessures ouvertes. À l'approche de la nouvelle audience,
Daniel passait ses nuits partagées entre livres de droit et souvenirs retrouvés. Il a essayé de trouver une voie rationnelle, mais s'est rendu compte qu'il n'existait aucun argument juridique qui pourrait résoudre ce qu'il ressentait. La loi était limitée face à la douleur, à l'absence et au désir d'un nouveau départ. Il y a eu des décisions qui dépassaient les codes et qui ne pouvaient être prises que par ceux qui en supportaient les conséquences. À la veille du procès, Daniel a officiellement demandé sa radiation définitive du dossier. Il a justifié, en quelques lignes, un conflit d'intérêts et une impossibilité d'impartialité. Le geste n'est pas passé inaperçu auprès de ses confrères, mais personne n'a osé remettre en cause le juge qui, pendant des années, était un symbole d'équilibre. Il était clair que quelque chose de plus important était en jeu. Avec en sa possession la lettre qu'il avait écrite, toujours sans destination claire, Daniel se dirigea vers la salle d'audience vide, s'assit quelques minutes sur le banc réservé aux accusés et ferma les yeux. J'étais conscient que, désormais, tout choix serait définitif. Il n'était plus possible de revenir à sa vie antérieure sans affronter les questions qui le hantaient désormais. Le temps du déni était révolu. Le temps du risque a commencé. Le nouveau juge, un homme à la posture sobre et aux paroles peu prononcées, a mené l'audience finale avec agilité. Les arguments de la défense ont été entendus, le rapport social a été lu et le parquet n'a pas résisté à la demande de libération conditionnelle. Dans l'environnement, on avait le sentiment que le processus judiciaire n'était devenu qu'une toile de fond pour l'histoire humaine qui s'y déroulait. Illy a été appelé à l'avance. Il se tenait droit, fier, mais son regard révélait plus de lassitude que de défi. Le juge a annoncé la décision. Une mise à l'épreuve, compte tenu de la peine déjà purgée, de son âge avancé et des circonstances du crime. La nouvelle a apporté un soulagement, mais aussi un vide inquiétant. Pour Illy, être libre ne signifiait pas être en paix. La liberté physique n'a pas résolu le poids de ce qui avait été perdu. Cependant, il y avait maintenant une ouverture, une chance de réécrire, quoique tardivement, une partie de sa propre histoire. Margaret, observant depuis un coin de la salle, remarqua le geste discret de Daniel, assis parmi les spectateurs. C'était la première fois qu'ils étaient là ensemble, sans le voile de la formalité judiciaire. Le moment fut aussi simple que chargé de sens. La justice des hommes, enfin, céda la place à la justice des sentiments. À l'extérieur du bâtiment, le ciel gris et la brise froide ont accueilli Elia dans sa nouvelle condition. Le monde semblait différent, comme si le temps avait avancé pendant son absence. Les voitures roulaient à toute vitesse, les gens marchaient la tête baissée, indifférents à la révolution silencieuse qui se déroulait là, sur le trottoir du palais de justice. Pendant quelques instants, Elia hésita à partir. C'était comme si quelqu'un retournait dans une maison qu'il ne reconnaissait plus. Lorsqu'il franchit enfin le portail, il aperçut Daniel debout à quelques mètres, immobile, tenant une enveloppe dans ses mains. La rencontre n'était pas prévue, mais elle était inévitable. Leurs regards se croisèrent. Il n'y avait pas besoin de mots. Là, dans cet échange silencieux, se trouvaient toutes les questions et toutes les réponses. Daniel lui tendit l'enveloppe. Elia la reçut sans l'ouvrir, conscient que le véritable contenu n'était pas sur le papier, mais dans la volonté de son fils d'ouvrir un nouveau chapitre, même incertain. L'absence de mots était en soi un signe de respect. Respect de la douleur, du doute, du temps perdu et surtout de la possibilité de recommencer. L'enveloppe en poche, Elia commença à marcher dans la rue, ressentant le poids de la liberté et de l'incertitude. Daniel suivait les pas de loin, ne sachant s'il devait marcher à côté ou simplement regarder. Le chemin qui s'ouvrait devant eux n'était ni clair ni confortable. C'est le chemin de ceux qui, au lieu de fuir le passé, choisissent d'y faire face. Dans les jours qui suivirent, de petites tentatives de rapprochement eurent lieu. Un coup de téléphone, un bref message, une invitation à un café sans engagement. Rien n'a été facile, rien n'a été immédiat. Chaque geste était une réussite, chaque silence, un pont vers quelque chose de plus grand. Le lien ne s'est pas construit avec des promesses, mais avec une simple présence, la décision de rester, même lorsque l'instinct était de partir. Daniel s'est progressivement rendu compte que les plus grands choix de la vie ne rentrent pas dans des rituels solennels, ni dans des phrases écrites sur du papier à en-tête. Ce sont des choix silencieux, faits à huis clos, reconnus uniquement par le cœur. Elia, à son tour, apprit que le temps ne guérit pas tout, mais il nous apprend à accepter que certaines douleurs peuvent être partagées, et que cela est, en soi, une forme de rédemption. À la fin de ce cycle, les deux hommes n'étaient plus juges et accusés. Ils n'étaient que deux hommes confrontés à la rare opportunité de se reconnaître, avec leurs défauts, comme faisant partie de la même histoire. L'étape la plus difficile, réalisaient-ils tous les deux,
était toujours la première hors scénario. Les premiers jours de liberté sont arrivés à Ellie comme une brise timide après une longue tempête. La ville n'avait pas beaucoup changé, mais ses yeux, eux, avaient changé. Il marchait lentement dans des rues qui semblaient plus larges, plus vides, comme si le monde s'était retiré pour lui offrir de l'espace. La petite pièce où il dormait désormais était propre, simple et silencieuse. Là-bas, l'absence de barreaux n'était pas synonyme de légèreté, mais de possibilité de respirer lentement, après des années de vie sur la défensive. Le matin, il s'asseyait près de la fenêtre, là où la lumière tombait sur la table. J'ai observé le mouvement des voitures, les enfants allant à l'école, l'ouverture des magasins. Il y avait un rythme dans la ville qui lui semblait inconnu, comme une danse dont il avait été absent depuis trop longtemps. Et pourtant, quelque chose en lui reconnaissait chaque étape, comme si la mémoire le savait avant la raison. Dans les détails les plus simples, comme l'odeur du pain provenant de la boulangerie du coin ou le son sourd de la radio d'un voisin, Elia retrouvait les traces du monde qu'il avait laissé derrière lui. Tandis qu'Ellie réapprenait à appartenir au quotidien, Daniel regardait de loin, avec la même prudence que celui qui s'approche d'un animal blessé. Il ne savait pas s'il devait prendre l'initiative ou attendre. Aucun livre de droit n'expliquait comment gérer ce type de lien. Ce qui existait entre eux n'avait désormais plus sa place dans les phrases ou les formalités. C'était nouveau, fragile et nécessitait une écoute plus approfondie que n'importe quel tribunal ne le permettrait. Dans les semaines suivantes, Daniel a commencé à inclure la marche dans son itinéraire. Parfois, par hasard, il marchait dans la même rue où se trouvait Elia. Elle passait à côté de lui comme si elle partageait simplement l'espace public, sans rien dire, mais en ralentissant toujours ses pas, comme si cette brève rencontre visuelle suffisait à confirmer qu'ils étaient toujours là tous les deux. Pas de grands gestes. Aucune promesse. Juste une permanence, discrète et constante. C'était comme si les deux comprenaient, sans avoir besoin d'être d'accord, que les vraies retrouvailles ne se produiraient pas en un seul instant, mais dans de petites concessions, dans des silences respectés, dans des présences qui subsisteraient même face à l'incertitude. Par un après-midi pâle, Daniel a laissé une enveloppe au centre où résidait Elia. Il n'y avait pas d'expéditeur, mais il était impossible de se tromper sur l'origine. À l'intérieur de l'enveloppe, un bloc-notes avec des pages blanches et un stylo. Sur la première page, une seule ligne écrite « Écris ce que tu veux. Je le lirai ». Il n'y avait ni date, ni signature, mais le message était clair. Ce n'était pas une demande, encore moins une exigence. C'était une ouverture. Elia a tenu le cahier pendant quelques minutes avant de le poser sur la table. Elle le regardait comme quelqu'un qui regarde une porte entr'ouverte. Pendant des années, leurs paroles ont été étouffées, interrompues ou jugées avant même leur naissance. Désormais, quelqu'un était prêt à écouter sans imposer de conditions. Cette nuit-là, il n'a pas écrit. Mais il sépara un stylo et le laissa à côté du bloc-notes, comme si ce simple geste était le premier pas vers quelque chose qu'il ne savait toujours pas nommer. Parfois, recommencer n'était que cela, ne pas fuir la possibilité. Les réunions ont commencé à se dérouler dans des lieux neutres, un café peu fréquenté, un banc de parc en fin d'après-midi, une librairie vide en semaine. Daniel posait des questions timides, ne sachant pas s'il pouvait les poser. Elia répondit par des phrases courtes, ne sachant pas s'il voulait tout dire. Mais peu à peu, les silences entre eux cessèrent d'être inconfortables. Ils sont devenus des espaces où la confiance pouvait respirer. Ellie parlait davantage du présent que du passé. Des livres qu'il avait commencé à lire, des dessins qu'il faisait pendant les pauses, de la façon dont certaines chansons l'emportaient encore très loin. Daniel écoutait attentivement, sans interrompre. Il découvrit, à sa grande surprise, qu'il y avait tout un univers chez son père, un univers qu'aucune absence n'avait pu effacer complètement. Le lien qui s'y nouait ne reposait ni sur la culpabilité, ni sur les explications. Ce n'était pas une réparation, mais une découverte. Et d'une manière ou d'une autre, ils sentaient tous les deux que c'était plus vrai que n'importe quelle excuse qu'ils pouvaient s'offrir. Quelques semaines plus tard, Daniel a invité Ellie à visiter l'endroit où il passait ses après-midi. Ce n'était pas un endroit chic, juste une bibliothèque communautaire qui proposait des ateliers et des cours. Elia accepta avec réserve, mais partit. Ils marchèrent côte à côte jusqu'au bâtiment en briques claires, traversant une cour silencieuse. À l'intérieur, une salle aux murs colorés accueillait jeunes et adultes écrivant, lisant et dessinant. C'était un endroit sans jugement. Elia le sentit dans l'air. Là, Daniel montre un tableau d'affichage où, discrètement, il a collé la première page écrite par Ellie dans le cahier. C'était un court paragraphe presque poétique sur ce que signifie recommencer sans connaître le chemin. En lisant ses propres mots affichés ici,
Élia ne ressentit pas de honte, mais une nouvelle émotion, le sentiment que, pour la première fois, quelque chose de lui avait été vu sans être interrompu. Daniel n'a rien commenté. Il a juste suivi du regard. J'ai compris que ce geste était plus éloquent que n'importe quelle phrase toute faite. Et dans cet espace, entouré de livres et de silence, le lien qui les unissait nouait encore un autre nœud, non pas un nœud d'attache, mais de bienvenue. Le temps a passé et les réunions sont devenues monnaie courante. À leur manière, chacun découvre l'autre petit à petit. Il ne s'agissait pas de corriger ce qui était perdu, mais d'apprendre à exister ensemble dans ce qui restait à venir. Les cicatrices n'ont pas disparu, mais elles ont arrêté de saigner. Certains après-midi, Élia écrivait sur les rêves qu'il avait faits. Dans d'autres, Daniel lisait des textes qu'il avait lui-même oubliés qu'il appréciait. La relation a été dessinée avec légèreté, comme une aquarelle qui n'est pas pressée d'être terminée. En fin d'après-midi, alors qu'ils traversaient ensemble une rue animée, Élia a déclaré, presque sans s'en rendre compte, qu'il n'avait jamais eu quelqu'un pour l'attendre. Il dit cela sans regarder directement Daniel, tout comme quelqu'un se permettant de nommer un vide ancien. Le fils n'a pas répondu. Mais, arrivé sur l'autre trottoir, il tendit le bras pour l'appuyer devant une marche mal nivelée. Le geste était minime, presque imperceptible, mais tout était là. Car à ce moment-là, Élia réalisa quelque chose qu'il n'avait jamais dit à voix haute. Quelqu'un était là. Ni par obligation, ni par compassion, mais par choix. Et pour ceux qui ont passé leur vie à être laissés pour compte, c'est la définition la plus précise d'un nouveau départ. Pour regarder la prochaine histoire qui va te tirer des larmes, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. On se retrouve là-bas.